Banamboka, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une figure marquante de la RDC, Monsieur Mathias Boaboa Kayembe. Un écrivain chevronné, professeur à l'université de Kinshasa, un ancien responsable de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, il a laissé une empreinte indélébile dans notre société, de la littérature aux finances de notre pays. Préparez-vous à découvrir un échange riche décrivant son ouvrage « Les finances publiques congolaises » qui paraîtra le 19 décembre 2024 aux éditions Harmattan. Bonjour Mathias Boaboa, on va parler de ton ouvrage qui va paraître le 21 décembre 2024, donc qui s'appelle « Les finances publiques en République démocratique du Congo ». C'est bien cela? Oui, finances publiques congolaises. D'accord, ok. Alors, on va parler un peu de manière grosso modo pour décortiquer le livre, pour que les personnes sachent à quoi s'attendre quand ils vont lire ce livre-là. Donc on va partir un peu du macro en descendant vers pour comprendre vraiment ce que tu as voulu partager à tes lecteurs. De ce que j'ai compris, le premier chapitre aborde l'orthodoxie financière en RDC. Oui, en fait, je parle de finances publiques, Oui. Mais je ne m'étends pas sur toutes les questions de finances publiques. D'accord. J'ai voulu mettre en exergue deux thèmes principaux, deux sous-thèmes. Oui. L'orthodoxie financière et puis, la maximisation des recettes. D'accord. La mobilisation des recettes. D'accord. Moi qui suis pas du milieu financier, j'aimerais bien savoir c'est quoi, pour expliquer à mon enfant par exemple, c'est quoi l'orthodoxie financière? Bon, peut-être il faudrait commencer par expliquer ce que les finances publiques. Mm-hmm. En fait, les finances publiques, ce sont les finances de l'État. D'accord. À l'instar des citoyens, des individus, l'État a aussi de l'argent. D'accord. Et qui se propose de gérer au mieux des intérêts de la population. D'accord. Les privés ont aussi leur argent. Ouais. Qui gèrent au mieux de leurs intérêts personnels. D'accord. Donc on voit que les finances publiques sont guidées par la recherche de l'intérêt général de la population, alors que les finances privées sont guidées par la recherche des intérêts privés, personnels. Donc les deux finances sont importantes, dans ce sens que finances publiques, ça aide aussi la population. Donc, dans ce sens que l'État utilise cet argent pour lancer plusieurs projets, comme construire des routes, des centrales hydroélectriques, des écoles et toutes ces choses qui sont intéressantes pour la population. Ouais. Mais la population, elle aussi, elle paye les impôts. Ouais. C'est elle, finalement, qui alimente les finances publiques. D'accord. Donc, les deux se tiennent là. D'accord. Se tiennent. D'accord. Donc, finances publiques et finances privées. Est-ce que c'est la même manière de gérer? Parce que quand on parle d'orthodoxie, ça se rapproche un peu de la déontologie. Est-ce que on gère les finances de la République comme on gère ses finances personnelles? Normalement, non, mais je pense que oui quand même, parce que en fait, l'orthodoxie, la bonne gestion, la bonne gouvernance concerne aussi bien les finances de l'État que les finances privées. D'ailleurs, l'État est invité vraiment à gérer comme s'il s'agissait d'un privé. D'accord. Parce que le privé, il ne dépense pas l'argent n'importe comment. Oui. Il ne dépense pas l'argent n'importe comment. Il ne fait pas un voyage inutile parce que chez les privés, on parle d'une infraction qui s'appelle l'abus des biens sociaux. C'est finalement une entreprise bien créée par un individu, mais c'est un bien social. C'est un bien qui est là au milieu de la société, qui emploie des gens, qui paye des salaires et tout. Et il faut bien gérer ça. D'accord. Et si la même chose avec l'argent de l'État qui doit être bien géré pour que finalement on puisse sortir du sous-développement pour aller vers le développement. D'accord. Okay. Et si on doit résumer cette première partie de ton ouvrage? C'est important de bien gérer.
Ouais, donc on peut dire gestion en premier mot. Meilleure gestion de la chose publique. Ouais. C'est important parce que ça permet de créer un cadre de fonctionnement d'un pays qui est un cadre attractif pour tout le monde. D'accord, ok. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les mots de la République, les mots comme douleur de la République démocratique du Congo sont dus à ce manque d'orthodoxie financière au niveau de nos institutions, des personnes qui sont nommées à certaines institutions? Oui, je peux dire qu'il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, je n'en parlerais pas. Ouais. Et donc, s'il y a une problématique scientifique, c'est qu'on aborde, c'est pour dire qu'il y a un problème. Et déjà, dans notre pays, lorsqu'on regarde le débat politique de ces dernières années, ces 3 dernières années, il est dominé par des questions de corruption, détournement, etc. Donc, il y a un problème. Il y a un problème et je pense que un pays qui fonctionne dans le contexte de corruption zéro, c'est un pays qui peut facilement se développer. Donc, l'orthodoxie, c'est corruption zéro. Je voudrais que le Congo, mon pays, puisse se développer. C'est pour cela que j'ai voulu mettre un accent dans ce petit ouvrage sur cette question de l'orthodoxie. D'accord. Il fait combien de pages d'ailleurs? À peu près 100 pages. D'accord, ok. Ouais, c'est un bon condensé déjà en 100 pages. Voilà. La deuxième partie, elle aborde quel sujet? Bon, la deuxième partie aborde la question de la mobilisation des recettes. Oui. Parce que dire orthodoxie, il faut qu'il y ait finalement quelque chose à gérer, quelque chose à partager. Et si on dit qu'on doit transférer des revenus vers des couches sociales déshérités, il faut que ces revenus existent déjà. Donc, tout État doit faire un effort énorme pour mobiliser les recettes. Mobiliser les recettes, ça veut dire mettre en branle les services de recettes qui existent, la DGI, Direction générale des impôts, Direction générale des douanes et Direction générale des recettes administratives, domaniales et judiciaires. Mais il y a aussi d'autres régies au niveau de chaque province, au niveau des entités territoriales décentralisées, qui jouent aussi un rôle important. Je crois que pour mobiliser les recettes, il y a des stratégies à appliquer. Donc, dans le cadre de ces stratégies-là, on peut dire qu'il y a une question qui concerne les lois, une question qui concerne les hommes, une question qui concerne la logistique nécessaire, et puis l'organisation comme telle à mettre en place pour mobiliser le... Et donc sur ce chapitre-là, de quelle manière tu abordes cette question? Est-ce que tu parles de tous ces organismes de manière indépendante et tu expliques comment elles devraient fonctionner, ou comment tu as choisi de développer ce sujet-là de mobilisation des recettes? Je ne parle pas de tous ces organismes individuellement, j'en parle collectivement. Mais avant d'en parler, je relève le fait que les efforts du gouvernement central comme des gouvernements provinciaux doivent être focalisés sur la mise en place de l'assiette fiscale. L'assiette fiscale qui est l'ensemble des structures, des entreprises en fait, de production, de circulation de biens, ou bien des entreprises qui favorisent la consommation de biens. Parce que c'est à partir de ces entreprises-là que l'État ira ponctionner ses impôts ou ses droits. Après ça, il faut maintenant faire travailler les lois, les hommes, etc., les structures. Par exemple, en ce qui concerne les lois, il faut de bonnes lois. Il faut des lois qui soient acceptables par la population. Il ne faut pas des lois qui mettent en place un devoir fiscal trop important. Il faut que ce soit équilibré. Il faut que tout le monde paye à peu près le même pourcentage, on va dire.
proportionnellement à ses capacités C'est contributives, comme C'est on ça. dit. Mais justement, cette assiette fiscale, aujourd'hui, la RDC, elle fonctionne, mais on constate qu'on a beaucoup de commerces et d'entreprises qui sont plutôt artisanales plus que industrielles, que c'est compliqué d'aller imposer ces personnes-là sur leur commerce parce que il y a aucune trace. Les dépenses et les recettes se font par monnaie physique. Et dès qu'on a de la monnaie physique, c'est compliqué d'aller regarder ce que les gens achètent et ce qu'ils dépensent. Bon, Comment on fait pour aller chercher ces commerçants-là, par exemple? Bon, l'État, et à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement le ministère des Finances, mais d'autres ministères. Ouais. Par exemple, économie ou d'autres ministères. Ils doivent travailler pour réduire le secteur informel. Ouais. Parce que le secteur informel est difficile à saisir par l'État et donc difficile à saisir par les agents du fisc. Mais ce n'est pas le travail des agents du fisc, c'est le travail d'autres agents de l'État qui doivent travailler pour y arriver. D'accord. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui au Congo. Hein. Oui. Mais tous ces hommes d'affaires sont dans les grands marchés, sont sur la route, etc. Ils sont dans l'informel dont on a parlé. D'accord. Et ça rend difficile le travail de services mobilisateurs de recettes. D'accord. C'est un manque à gagner pour les budgets de l'État. Absolument. Ouais. C'est un manque à gagner. Il faut savoir comment approcher ces gens-là. Il faut savoir comment leur parler, comment les approcher. Parce que l'État ne doit pas les approcher seulement pour qu'ils puissent payer les impôts. Il faut qu'ils sachent à quoi sert leur impôt pour leur intérêt aussi. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en marchant avec l'État. Est-ce qu'ils vont avoir facilement accès au crédit bancaire? Est-ce qu'ils vont avoir des locaux pour s'installer ou des possibilités même de gagner des marchés de l'État. Avoir la possibilité de gagner parce que l'État aussi achète, c'est un grand acheteur. C'est ça. Est-ce qu'il pourra réserver une partie de ses commandes à ces gens-là? Donc voilà, donc quand on dit on va lutter contre le secteur informel, ce n'est pas lutter contre le secteur informel. Et je pense, personnellement, je ne suis pas d'accord de voir que voilà, des gens de l'État vont sur la route, se mettent à casser des boutiques. Mais vous cassez l'assiette, en fait, dont je parlais ici. Il y a une procédure pour le faire. Il y a une procédure pour le faire, il y a des arrêtés à signer par les autorités. Il faut tout d'abord s'assurer que les intéressés n'ont pas eu de papier officiel de la part d'autres services de l'État qui les ont habilités à aller s'implanter à ces places-là. Il y a donc à dire dans le contexte d'un État de droit. Ça marche. Mais toi qui es, je vais dire que de par ton expérience, on peut te considérer comme quelqu'un qui maîtrise la finance de la République démocratique du Congo. Mais à t'entendre parler, j'ai l'impression que c'est un problème plus de système que d'organisation. En fait, on dirait qu'il n'y a pas un système qui aiderait l'État justement à pas combattre, mais ramener ce commerce informel vers le formel pour pouvoir justement prélever l'impôt suffisant pour compenser les pertes dans le budget de l'État. J'ai l'impression que c'est un problème de système, en fait. Oui, c'est vrai. C'est une responsabilité aussi des services du fisc ou bien des services de douane qui doivent travailler très fort. Mais je crois que les grandes entreprises, si on doit mobiliser les recettes, il faut focaliser son attention sur les grandes entreprises. C'est pourquoi d'ailleurs, à la DGI, on a créé la direction des grandes entreprises. C'est là qu'on fait le suivi des banques, des sociétés minières, des sociétés de télécommunications, des grandes industries. Parce que si les grandes entreprises font déjà, pourraient faire déjà 90% des recettes. Et les petits qui sont dans l'informel, ça fait 10%. Vous voyez que si vous avez fourni beaucoup d'efforts du côté des grandes entreprises, le reste, on peut le faire, mais ce n'est pas très important. Et donc, cette organisation dont tu as parlé,
doit privilégier tout d'abord les grandes entreprises. D'accord. Ensuite, les petits qui sont dans l'informel, parce que ce qu'on va prélever chez les petits, ça va demander un effort important par rapport à ce que ça rapporte. Ouais. Mais ce mécanisme de taxer que les plus riches, en France par exemple, on voit que ça a un contre-coup parce que les entreprises qui s'enrichissent comme entre guillemets perdent de l'argent avec la taxation, l'effet, je sais pas si c'est macro ou microéconomique, ce serait que ils embauchent moins de personnes et qu'ils surchargent encore plus leurs employés. Et ça, au niveau social, c'est pas forcément bien. Bon, je pense que on peut réfléchir, bien sûr, on peut parler de l'emploi. Quand on parle de l'emploi, on sort déjà du cadre du ministère des Finances. Mais tout est lié. C'est le ministère de Travail et Prévoyance sociale. C'est lié, bien sûr. Mais il faut aller vers le gisement fiscal. Et le gisement est constitué de grandes entreprises. Ça, on peut réfléchir comme on veut, on peut philosopher, mais la réalité est là. Il faut rester dans le gisement fiscal. D'accord, ok. Et moi, je me suis toujours posé une question. Est-ce que le jour où on arrive à taxer l'ensemble des grandes entreprises en République démocratique du Congo, je parle aussi du secteur minier, je parle de l'industrie qui est pas très développée au Congo, je parle même de l'impôt sur le revenu. Est-ce que en taxant toutes ces entités-là, on arrive à avoir un budget sur les lois finances à venir à l'équilibre, c'est-à-dire réduire les demandes d'aide à la Banque mondiale sans avoir d'impact sur les investissements au pays? Est-ce que taxer toutes ces entités-là, ça va nous permettre d'avoir un équilibre au niveau budgétaire ou pas? Bon, vous savez, le budget congolais, il est toujours voté en équilibre. Il y a un équilibre entre les ressources et les charges. Mais ça, c'est dans la phase de vote du budget. Et quand on est dans la phase d'exécution du budget, on se rend compte que les dépenses dépassent toujours les recettes. Et on ne peut pas dire que on va avoir un budget d'équilibre. Parce que, en fait, le budget, les recettes, il faut le comprendre par rapport aux dépenses que ça permet de faire. Ça permettrait de faire des autoroutes à Kinshasa, ça permettrait de faire des routes à travers le pays, des centrales hydroélectriques et tout. Et on se rend compte qu'il y a une faille de ce côté-là. Donc, le budget que nous avons ne nous permet pas de faire face à toutes ces charges-là, qui sont nombreuses. C'est pourquoi d'ailleurs on doit étaler ces charges-là sur le temps, parce qu'on ne peut pas le faire en une fois. Donc, les services mobilisateurs des recettes ne doivent pas s'enorgueillir, dire nous avons fait des performances, Ce n'est même pas leur travail parce que c'est l'administration. L'administration, c'est la grande muette. Elle ne doit pas commencer à crier victoire parce que les recettes qu'elle perçoivent, bien que validées par le Parlement, mais elles ne sont pas suffisantes pour permettre à l'État de faire face à tout ce qu'il a comme besoin, qui sont énormes d'ailleurs. Après, est-ce que le problème, il est pas peut-être de l'autre côté du tableau du bilan? Le problème, il est pas peut-être au niveau des dépenses qu'il faut réduire et être réaliste? Bien entendu. Il faut comprimer les dépenses. Et pour le moment, quand on suit le débat politique, on peut voir directement où est-ce qu'on doit comprimer. On doit comprimer dans les dépenses des institutions. Par exemple, dans les salaires des députés, dans les choses. Il faut comprimer les dépenses. Il faut pas. Il y a des gens qui disent que mais le Congo c'est un pays riche et tout ça. Mais il faut aller à Kingasani, il faut aller à Massina, vous promener dans les rues. Regardez tout ça pour
vous permettre de tirer la conclusion que le Congo est un pays riche ou bien pauvre. Ouais. Mais si vous y allez, vous verrez que le Congo est un pays pauvre. Ouais, il est riche hypothétiquement. Hypothétiquement. Donc, on doit comprimer les dépenses. Bon, on arrive au terme de cet échange qui était riche avec beaucoup d'éléments. Donc, en résumé, si j'ai bien compris, le livre Les finances publiques en République démocratique du Congo aborde 2 sujets macro qui sont l'orthodoxie financière qui est un guide en gros pour dire comment les finances de la République démocratique devraient être gérées dans un monde idéal. Si je résume. Voilà comment les dépenses doivent être faites. La procédure à suivre pour faire les dépenses et pour éviter la corruption et les détournements. Et comment on doit percevoir des recettes. Il y a une procédure à suivre pour percevoir les recettes. C'est ça. Éviter que finalement qu'il y ait des accointances entre les services de l'État qui perçoivent les recettes et les personnes qui doivent payer les recettes. Des accointances pour réduire le montant que les intéressés doivent payer et sur le dos de l'État. D'accord. Donc voilà les 2 préoccupations majeures qui m'ont guidé en rédigeant cet ouvrage. D'accord, c'est noté. On l'attend le 21 décembre, on le lira avec... Le 19. Le 19 décembre. Le 19 décembre. On le lira avec beaucoup d'intérêt. Donc, oui, je demande à tous ceux qui sont intéressés par cette question de finances publiques en RDC de pouvoir commander ce livre. De commander auprès de Harmattan. C'est ça. Donc, ça nous ferait plaisir que finalement on ait un débat qui porte sur le livre déjà lu, que supposé, un présupposé du livre non encore lu. Donc, voilà. D'accord, ok, bon. Merci Mathias Boisbois et à la prochaine. Merci mon ami. Merci.